Qu'est-ce qu'une fille comme ça fait en première classe? C'est ce que murmura la stewardess, un sourire en coin, juste avant de renverser un café brûlant sur le visage d'une fillette de 8 ans. Élise ne cria pas. Elle cligna des yeux, immobile, tandis que le liquide fumant coulait sur sa joue, tachant son col et sa robe en lin blanc. Le silence s'abattit sur la cabine comme une chape de plomb. Personne ne bougea, ni les membres d'équipage, ni les passagers au regard fuyant, ni même M. Dupont, un vieil homme élégant en costume 3 pièces, qui serra son journal Le Monde un peu plus fort, ses lèvres pincées par l'embarras. Aucun d'eux ne savait que, la veille, le père d'Élise, Pierre Moreau, avait signé les derniers documents pour devenir propriétaire d'Aile d'Azur, la compagnie aérienne qui opérait ce vol de Paris à Nice. Et aucun d'eux ne pouvait imaginer que ce murmure, ce geste, allait déclencher une tempête qui changerait à jamais la façon dont les cieux traitent leurs passagers. Le café dégoulina sur le livre qu'Élise tenait sur ses genoux, Le Petit Prince, un vieil exemplaire hérité de sa mère, ses pages jaunies désormais irrémédiablement tachées. Une serviette en papier voltigea inutilement dans l'allée, abandonnée par un passager qui détourna les yeux. La voix de Sophie, la stewardess, perça le silence, froide et détachée, trempée d'une supériorité feinte. « Oups » dit-elle, sans une once de regret. Puis, comme si de rien n'était, « Ça va ma petite ?»« Peu, être qu'il faut rester tranquille la prochaine fois. » Sa voix était mielleuse, mais ses yeux, eux, étaient durs, perçants, comme si Élise, avec ses cheveux bouclés mal coiffés et ses baskets usées, n'avait rien à faire dans cette cabine. Élise ne répondit pas. Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre, ses petites mains serrées sur sa robe, comme si elle voulait retenir quelque chose en elle, sa colère, sa douleur, ou peu, être juste sa dignité. 15 minutes plus tôt, tout était encore normal. Le vol 319 d'Aile d'Azur, reliant Paris à Nice, avait embarqué à l'heure. Les hôtesses souriaient poliment, les compartiments à bagages se remplissaient, et Élise avait pris place en classe économique, siège 19A, près du hublot. Elle n'était pas censée voyager seule, mais une erreur de réservation, encore une, avait séparé son siège de celui de Marie, l'assistante de son père, reléguée 5 rangées plus loin. Élise ne s'en plaignait jamais. À 8 ans, elle avait déjà pris l'avion assez souvent pour connaître les règles. Rester calme, être poli, ne pas causer de problème. Son père, Pierre, lui avait appris cela, tout comme il lui avait appris à toujours avoir un livre et à savoir où se trouvait sa carte d'urgence. Mais il ne lui avait jamais dit quoi faire quand quelqu'un vous fait mal exprès. Sophie, l'hôtesse aux sourcils parfaitement dessinés et à la langue acérée, avait été charmante avec tous les passagers qu'elle croisait. « Café ou thé ?» demandait-elle avec un sourire éclatant. « Un biscuit avec ça ?» lançait-elle à une dame en tailleur Chanel. « Vos chaussures sont adorables, madame », glissa-t-elle à une autre. Mais lorsqu'elle passa près d'Élise, son sourire s'effaça. Son regard glissa des boucles désordonnées de la fillette à son sac à dos défraîchi, comme si elle évaluait une intruse. Elle ne lui proposa rien, pas même un regard. Élise, pensant avoir raté sa chance, attendit patiemment. Quand Sophie revint dans l'allée avec un nouveau plateau, Élise leva timidement la main. « Excusez-moi, pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» Sa voix était douce, presque un murmure. Sophie se retourna, haussa un sourcil et laissa échapper un petit ricanement. « De l'eau » répéta-t-elle, comme si la demande était absurde. Puis, se penchant légèrement, elle murmura « Ma chérie, es-tu seulement censée être dans ce siège ?» Avant qu'Élise ne puisse répondre, Sophie inclina délibérément la tasse qu'elle tenait, renversant le café brûlant sur la poitrine de la fillette, sa robe, son livre. À la rangée 17, un homme marmonna. On ne devrait pas laisser des enfants voyager seuls comme ça. À la rangée 21, une femme chuchota à son voisin. On dirait qu'elle s'est perdue sur ce vol. Élise ne dit rien. Sa joue rougissait sous l'effet de la chaleur, le tissu de sa robe collait à sa peau. Elle croisa les bras, essayant de calmer sa respiration. Monsieur Dupont, assis à 2 rangées, détourna les yeux, son journal tremblant légèrement entre ses mains. Il avait vu, mais il n'avait rien dit. Pas encore. Quand Marie, l'assistante, remarqua enfin ce qui s'était passé et se précipita dans l'allée, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Élise, ma chérie, que s'est-il passé ?» Élise leva les yeux, sa voix monocorde. « Elle a versé du café sur moi. » Marie se tourna vers Sophie, furieuse. « Vous avez fait quoi ?» Sophie haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Un accident. Les enfants bougent beaucoup, vous savez. » Marie secoua la tête, les joues empourprées. « Non, ce n'était pas un accident. Vous l'avez regardé dans les yeux. » Sophie croisa les bras. « Et vous êtes qui, la mère ?» Marie répondit d'un ton sec. « Je suis avec elle. »
Son père sera là à l'atterrissage. Sophie ricana. Eh bien, être qui lui apprendra à rester immobile. Marie aida Élise à s'essuyer, lui offrant son propre gilet pour couvrir la robe trempée. Les doigts d'Élise tremblaient légèrement en l'acceptant, mais elle ne dit rien de plus. Elle fixa le hublot, où les nuages défilaient comme des vagues blanches. À l'avant de la cabine, Sophie s'appuya contre le comptoir du galet, roulant des yeux. « Vous y croyez, cette gamine » lança-t-elle à une collègue, Julie, une jeune hôtesse qui semblait mal à l'aise. Comme si c'était ma faute si elle a bougé quand je passais. Julie esquissa un sourire nerveux, mais ne répondit pas. Une autre hôtesse éclata de rire. Elle n'a même pas l'air d'appartenir à la première classe. Sophie hocha la tête. Exactement. Probablement la nièce d'une nounou ou quelque chose comme ça. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'était que le nom d'Élise n'était pas seulement Moreau. C'était Moreau, comme Pierre Moreau. Ancien chirurgien militaire devenu PDG, qui avait finalisé l'acquisition d'Aile d'Azur la veille au soir. Elles ignoraient qu'il n'avait encore rien annoncé, ni au public, ni à la plupart des employés. Elles ne savaient pas qu'il serait à l'aéroport, observant chaque seconde de la manière dont sa fille serait accueillie à la sortie de l'avion. Et elles ne savaient pas que Pierre n'était pas du genre à crier. C'était un homme qui prenait des notes, qui agissait dans l'ombre, qui effaçait les problèmes avec une précision chirurgicale. Assise, une marque rouge commençant à apparaître sur sa clavicule, Élise ne pensait pas à la vengeance, elle pensait à sa mère. Elle se souvenait de sa mère, Claire, qui lui lisait Le Petit Prince chaque soir avant de dormir, sa voix douce décrivant le renard et la rose. Aujourd'hui, elle et son père devaient planter des roses blanches dans leur jardin à Nice, un rituel en mémoire de Claire, disparue 2 ans plus tôt. Élise avait promis à son père qu'elle serait forte, qu'elle ne ferait pas d'histoire, qu'elle rendrait ce voyage spécial. Alors, elle ne dit rien. Elle resta assise. Elle attendit, et derrière son silence, quelque chose d'immense commençait déjà à se mettre en mouvement. Dans sa tête, Élise revivait un souvenir précis. Un après-midi pluvieux à Paris, dans leur appartement du Marais, où sa mère lui avait appris à plier des avions en papier. « Chaque pli compte, ma chérie », avait dit Claire, ses doigts fins guidant le papier. « Même les petites choses peuvent voler si tu leur donnes du soin. » Élise avait gardé un de ces avions dans son sac à dos, plié avec soin, un talisman qu'elle touchait quand elle avait peur. À cet instant, ses doigts glissèrent vers le sac, effleurant le papier froissé. Elle ne le sortit pas. Pas encore. À l'arrière de la cabine, M. Dupont, un retraité qui voyageait souvent sur cette ligne pour rendre visite à sa fille à Nice, sentit une boule dans sa gorge. Il avait vu l'incident, entendu les murmures de Sophie, et pourtant, il n'avait rien fait, pas un mot. Il se souvenait de sa propre enfance, d'un professeur qui l'avait humilié devant toute la classe pour une faute d'orthographe. Personne n'avait parlé alors non plus. Il baissa les yeux sur son journal, mais les mots semblaient flous. Il griffonna une note dans la marge. Dire quelque chose la prochaine fois. Quand l'avion atterrit à Nice, la première chose qu'Élise vit en descendant fut les chaussures de son père. Des mocassins noirs, impeccablement cirés, style classique à la française. Elle leva les yeux. Pierre Moreau se tenait là, grand, vêtu d'une chemise bleu pâle sans cravate, les mains jointes devant lui, calme, immobile. Mais si quelqu'un avait prêté attention, pas à sa posture, pas à ses vêtements, mais au silence qui semblait l'envelopper, ils auraient su que quelque chose allait arriver. Élise sortit de l'avion, tenant la main de Marie, portant toujours le gilet gris trop grand qui cachait sa robe tachée. Sa joue était encore légèrement rouge. Marie se pencha vers Pierre, sa voix tremblante mais basse. « C'était intentionnel. J'ai tout vu. » L'hôtesse l'a regardé dans les yeux et a renversé le café. Pierre ne changea pas d'expression. Il regarda d'abord Élise. « Tu es blessée ?» Élise secoua la tête lentement, sa voix à peine audible. « C'était chaud, mais ça va maintenant. » Il hocha la tête. « Tu as bien fait. Tu es resté calme. » Puis il posa une main sur l'épaule de sa fille et se tourna vers l'agent d'escale qui attendait nerveusement derrière le comptoir. « Je voudrais parler au superviseur de l'aéroport. Maintenant. » 15 minutes plus tard, ils étaient dans une salle des opérations. Un bureau vitré caché derrière le terminal, réservé aux cadres et au personnel. Pierre s'assit en bout de table, Élise et Marie à ses côtés. En face, transpirant sous les néons, se tenait le responsable des opérations d'Aile d'Azur, Étienne Dubois. Son badge clignotait nerveusement contre sa chemise. Il ignorait encore à qui il s'adressait. « Monsieur, je suis désolé. Il y a une procédure pour les plaintes des passagers. Si votre fille a vécu une expérience négative, nous pouvons transmettre l'affaire au service des vols. »
Pierre leva une main doucement. Nous ne sommes pas ici pour déposer une plainte. Je suis ici en tant que PDG. Étienne cligna des yeux. PDG? Pierre ouvrit un dossier en cuir, en sortit une page unique et la fit glisser sur la table. Signé. Approbation de la fusion. Acquisition d'Aile d'Azur. Pierre Moreau. Le visage d'Étienne se vida de ses couleurs. Vous êtes le nouveau. Mon Dieu, je pensais que la transition n'était pas encore publique. Pierre répondit calmement. Elle ne l'est pas, mais je n'ai pas besoin de la presse pour que mon personnel sache quel genre de comportement j'ai rencontré aujourd'hui sur ma propre compagnie. En fait, je préfère que ça se passe ainsi. Il se pencha légèrement. Je ne suis pas ici pour faire du théâtre, Étienne. Je suis ici parce qu'une enfant, ma fille, a été publiquement humiliée et physiquement blessée par une employée en uniforme. L'incident s'est produit sous les yeux de l'équipage et des passagers. Personne n'est intervenu, et l'employée en question n'a pas seulement manqué de remords, elle a persisté dans son attitude. Étienne semblait vouloir disparaître sous la table. Nous allons gérer cela. Suspension immédiate. Enquête complète. Pierre secoua la tête. Non, cela ne sera pas géré discrètement. Pendant ce temps, dans le terminal, Sophie riait, appuyée contre le comptoir de l'équipage, une tasse de café à la main. Sérieusement, cette gamine avait l'air de vouloir pleurer. Elle avait besoin d'un réveil. Julie, la jeune hôtesse, baissa les yeux, mal à l'aise. Tu vas finir par avoir des ennuis, Sophie. Sophie haussa les épaules. S'il te plaît. Ces gamins ne savent pas se plaindre. Et qui va les écouter, de toute façon? À cet instant, un officier de sécurité d'Aile d'Azur s'approcha. Sophie Martin, venez avec nous, s'il vous plaît. Dans la salle des opérations, Pierre se tenait devant un grand écran mural. Étienne cliqua sur une télécommande, et les images de la cabine apparurent. Tout était là, clair comme le jour. Sophie penchée sur le siège d'Élise, son regard, ses mots, le geste délibéré, les passagers détournant les yeux, la réaction de Marie, le silence d'Élise. La pièce était silencieuse. Puis Pierre parla. « C'est ce que vous appelez un accident ?» Étienne baissa la tête. Honteux. Pierre regarda à nouveau les images. « Et c'est l'entreprise que je possède désormais. » 30 minutes plus tard, une téléconférence fut lancée depuis le terminal sécurisé des opérations. À l'écran apparurent 3 visages. Des cadres de l'assurance aérienne Ciel Sûr, des partenaires financiers d'Aérocrédit et un représentant de l'Observatoire national de l'éthique aérienne, ONEA. Une base de données que Pierre avait contribué à concevoir 5 ans plus tôt. « Messieurs, mesdames, » dit Pierre calmement, « je signale Aile d'Azur pour un examen immédiat. » Un silence suivit. Un cadre demanda prudemment, « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Signaler votre propre entreprise ?» Pierre répondit, « Je ne veux pas, mais je ne tolère pas l'échec systémique, même dans ce que je possède. Compris. Nous lançons le protocole de gel immédiatement. » Ce soir-là, Élise était assise sur le bord de son lit dans une chambre d'hôtel à Nice. Sa robe mouillée remplacée par un pyjama en coton. La marque rose sur sa joue s'était atténuée, mais elle persistait légèrement. Pierre entra, tenant une petite enveloppe. Ça vient de la réception. À l'intérieur, une note manuscrite d'une femme assise en 18C. Elle avait tout vu. Trop effrayée pour parler sur le moment, elle voulait qu'Élise sache. « Tu n'as rien fait de mal. J'aurais dû parler. »« Je suis désolée. » Élise tint la note longtemps, puis murmura. « Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit dans l'avion ?» Pierre s'assit à côté d'elle. « Parce que les adultes ont peur aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de défendre ce qui est juste. » Élise hocha la tête lentement, ses pensées dérivant vers les roses blanches qu'il planterait demain, et vers l'avion en papier toujours caché dans son sac. Le silence d'Élise n'était pas une reddition. C'était une étincelle. Dans la salle des opérations de l'aéroport de Nice, Pierre Moreau, immobile, fixait l'écran où la vidéo de l'incident tournait en boucle. Sophie, l'hôtesse, renversant délibérément le café sur sa fille, le regard glacial, le sourire narquois. Étienne Dubois, le responsable des opérations d'Aile d'Azur, transpirait sous son col amidonné. Incapable de soutenir le regard de Pierre. « Monsieur Moreau, nous allons prendre des mesures immédiates, » bégaya-t-il. Pierre ne répondit pas tout de suite. Il posa une main sur l'épaule d'Élise, qui était assise à côté de lui, toujours enveloppée dans le gilet trop grand de Marie. « Ce ne sont pas des mesures que je veux, » dit-il enfin, sa voix basse mais tranchante comme une lame de bistouri. « Je veux un système. » Ce que personne dans cette pièce ne comprenait encore, c'était que Pierre, ancien chirurgien militaire devenu PDG, ne se contenterait pas de panser une plaie. Il allait disséquer l'entreprise qu'il venait d'acquérir, Aile d'Azur, et en extraire le mal qui avait permis à une enfant d'être humiliée sous les yeux de tous.
La salle était baignée par la lumière crue des néons. Marie, l'assistante de Pierre, feuilletait nerveusement son carnet, où elle avait noté chaque détail de l'incident. À ses côtés, Élise serrait son exemplaire abîmé du Petit Prince, ses doigts effleurant les pages tachées de café. Elle ne parlait pas, mais ses yeux, vifs et observateurs, suivaient chaque mouvement dans la pièce. Étienne tenta une nouvelle fois de s'expliquer. « Monsieur, l'employé, Sophie Martin, sera suspendu dès ce soir. Nous lancerons une enquête interne. » Pierre leva une main, un geste simple, mais qui imposa le silence. « Une suspension? Une enquête ?» répéta-t-il, un sourcil levé. « Vous pensez que c'est suffisant pour une employée qui a regardé une enfant dans les yeux avant de lui brûler la peau ?» Étienne déglutit, cherchant une réponse qui ne venait pas. Pierre poursuivit. « Ce n'est pas seulement Sophie Martin. C'est une culture qui lui a permis de croire qu'elle pouvait agir ainsi et s'en tirer avec un sourire. » Dehors, dans le terminal, Sophie était toujours au comptoir de l'équipage, plaisantant avec une collègue, Julie, une jeune hôtesse qui avait rejoint Aile d'Azur 6 mois plus tôt. Julie, mal à l'aise, triturait une mèche de ses cheveux blonds. « Sophie, tu ne penses pas que tu es allée trop loin ?» demanda-t-elle à voix basse. Sophie haussa les épaules, sirotant son café. « Trop loin ?» Cette gamine n'avait rien à faire là, avec son air perdu. Elle a eu ce qu'elle méritait. Julie baissa les yeux, son estomac noué. Elle avait vu l'incident, elle avait entendu les mots de Sophie, mais elle n'avait rien dit. Pas un mot. Elle repensait à sa propre enfance, à Marseille, où elle avait appris à se taire face aux injustices dans la cour d'école. Mais ce silence-là, dans l'avion, pesait plus lourd. Pendant ce temps, Pierre, Élise et Marie furent escortés vers un salon VIP de l'aéroport, un espace feutré, avec des fauteuils en cuir et une vue sur les pistes. Pierre s'assit en face d'Élise, qui fixait le hublot. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il doucement. Élise secoua la tête, mais après un moment, elle murmura. « Pourquoi elle m'a fait ça ?» Pierre prit une inspiration, choisissant ses mots avec soin, comme il l'avait toujours fait depuis la mort de Claire, la mère d'Élise. Certaines personnes croient que leur uniforme leur donne du pouvoir. Elles se trompent. Le pouvoir, c'est ce que tu as fait. Rester digne, même quand on te fait mal. Élise hocha la tête, mais ses doigts serraient toujours son livre, comme un ancrage. Elle pensait à sa mère, à la façon dont Claire lui disait toujours « Les mots peuvent voler plus haut qu'un avion, ma chérie. Choisis-les bien. » Dans le salon, Marie reçut un appel urgent. C'était Claire Beaumont, une journaliste du Figaro, qui avait eu vent de l'incident via un passager anonyme. « Madame Beaumont, pas de commentaire pour le moment, dit Marie, mais elle savait que l'histoire ne resterait pas confinée longtemps. En France, les scandales, même petits, prennent vite de l'ampleur, surtout quand ils touchent à la dignité humaine, un sujet cher à la culture française, où l'honneur et le respect sont des piliers sociaux. » Marie murmura à Pierre. « Ça va sortir dans la presse. » Une passagère a filmé. Pierre hocha la tête, sans surprise. Bien, qu'il voit. Oui. Ce soir-là, dans leur suite d'hôtels surplombant la promenade des Anglais, Pierre et Élise partagèrent un dîner simple mais typiquement français. Une soupe à l'oignon gratiné, du pain croustillant et une tarte aux pommes faite maison par le chef de l'hôtel. C'était une tradition que Pierre maintenait depuis la mort de Claire, ses repas en tête. Ah, tête où il parlait à Élise comme à une adulte. « Papa, tu vas la punir ?» demanda Élise entre deux bouchées. Pierre posa sa cuillère. « Ce n'est pas une question de punition, ma chérie. C'est une question de justice. Et la justice, ça commence par changer les règles. » Élise fronça les sourcils. « Quelles règles ?» Pierre sourit légèrement. « Celles qui disent que le silence est acceptable quand quelqu'un souffre. » Le lendemain matin, Pierre convoqua une réunion d'urgence au siège d'Aile d'Azur, à Paris. Dans une salle de conférence aux baies vitrées donnant sur la Seine, il s'assit face à une dizaine de cadres, tout nerveux. Étienne était là, ainsi que la directrice des ressources humaines, Madame Lefebvre, une femme aux lunettes élégantes et au chignon impeccable. Pierre ne perdit pas de temps. Il projeta la vidéo de l'incident sur un écran géant. Chaque détail était là, le regard de Sophie, le café renversé, le silence des passagers, la détresse contenue d'Élise. « Voici ce que votre entreprise tolère, » dit-il, sa voix calme, mais implacable. Madame Lefebvre tenta de défendre l'équipe. « Monsieur Moreau, c'est un incident isolé. Sophie Martin sera licenciée aujourd'hui. » Pierre secoua la tête. « Licencier une personne ne change pas un système. Vous avez laissé une culture s'installer où une enfant peut être brûlée et humiliée
sans que personne ne lève la voix. Marwa. Il sortit une carte bleue, simple, sans logo, avec une seule phrase en sérif élégant. Le silence n'est plus une politique. Voici ce que nous allons faire, dit-il. Nous lançons le protocole plus de silence. Chaque passager aura un moyen de signaler immédiatement tout comportement indigne. Chaque employé sera formé à la dignité, pas seulement au service. Et chaque plainte sera rendue publique, sans filtre. Les cadres échangèrent des regards inquiets. Public, s'étrangla Étienne. Cela ruinera notre réputation. Pierre le fixa. Votre réputation est déjà ruinée quand une enfant doit essuyer du café brûlant de sa robe. De retour à Nice, Élise passait la journée avec Marie, dans un petit café face à la mer. Elle dessinait des avions sur un carnet, des avions avec des ailes, en forme de rose, un hommage silencieux à sa mère. Marie, observant son calme, demanda « Tu veux parler de ce qui s'est passé ?» Élise secoua la tête. « Pas vraiment, mais je veux que ça ne recommence pas. » Marie sourit, touchée par la maturité de la fillette. « Ton père y veille. » À cet instant, le téléphone de Marie vibra. La vidéo de l'incident, postée anonymement sur Twitter par un passager, venait de dépasser les 500 zéros vus. Les hashtags « Ails d'Azur » et « Plus de Silence » grimpaient en flèche. Les Français, toujours prompts à s'indigner face à l'injustice, partageaient la vidéo avec des commentaires furieux. Honte à cette compagnie. Où est la décence? Claire Beaumont, la journaliste, avait publié un premier article sur le site du Figaro. Une enfant humiliée à bord d'un vol Aile d'Azur, le scandale qui secoue les cieux. Dans les bureaux d'Aile d'Azur, l'ambiance était électrique. Sophie, convoquée dans une salle isolée, faisait face à Madame Lefebvre. C'était un accident, insista-t-elle, mais sa voix tremblait. Madame Lefebvre, habituellement diplomate, était glaciale. Un accident ne commence pas par un regard et un murmure, Mademoiselle Martin. Vous êtes licenciée, effective immédiatement. Sophie pâlit. Vous ne pouvez pas. Les gens exagèrent. Mais Julie, la jeune hôtesse, qui assistait à l'entretien, prit la parole pour la première fois. Sophie. J'étais là. Ce n'était pas un accident, et je regrette de ne pas avoir parlé sur le moment. Ces mots, simples mais lourds, marquèrent un tournant. Julie, jusque-là silencieuse, venait de briser sa propre barrière. Elle pensa à sa grand-mère, une femme du Sud qui lui disait toujours « La vérité, c'est comme le vin, elle gagne à être dite avec courage ». Ce soir-là, Pierre reçut un appel de l'Observatoire national de l'éthique aérienne, ONEA. Il voulait discuter de l'incident et de ses implications. Pierre, toujours méthodique, proposa une mesure radicale, geler 800 millions d'euros de lignes de crédit et d'assurance jusqu'à ce qu'Aile d'Azur adopte un nouveau code éthique. « Vous gelerez votre propre entreprise ?» demanda un cadre, incrédule. « Si c'est ce qu'il faut pour qu'elle change, oui, » répondit Pierre. Le lendemain, 3 aéroports majeurs, Nice, Lyon et Bordeaux, suspendirent leurs accords de partage de code avec Aile d'Azur, invoquant une revue éthique en cours. L'ONEA classa la compagnie comme « à risque », une tâche indélébile dans une industrie où la confiance est une monnaie rare. À l'hôtel, Élise était assise sur le balcon, regardant la Méditerranée scintiller sous la lune. Pierre la rejoignit, un verre de vin rouge à la main, un Bordeaux, comme il aimait, en mémoire des dîners que Claire organisait autrefois. « Papa, tu es fâché ?» demanda Élise. Pierre posa son verre. « Pas fâché. Déterminé. » Élise réfléchit, puis dit « Si on change les règles, il faut leur donner un nom. » Pierre haussa un sourcil, amusé. « Et tu proposes quoi ?» Élise hésita, puis murmura « Plus de silence. » Pierre la regarda, un sourire rare éclairant son visage. « C'est parfait. » Le lendemain, Pierre annonça le protocole plus de silence lors d'une conférence de presse au siège d'Aile d'Azur. Devant un parterre de journalistes, dont Claire Beaumont, il parla avec une clarté chirurgicale. « Hier, une petite fille a été blessée sur l'un de nos vols. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas fait de scène. Elle a enduré ce qu'aucun passager ne devrait endurer, et nous avons échoué à la protéger. » Il marqua une pause. « Cette petite fille est ma fille, mais cela n'a pas d'importance, car chaque passager mérite la dignité. » Il dévoila les grandes lignes du protocole. Une formation obligatoire sur la dignité pour tout le personnel, un outil de feedback en temps réel sur chaque siège, et une refonte complète des processus de recrutement et d'évaluation. Le grand écran derrière lui afficha les mots « Protocole plus de silence », conçu par Élise Moreau. La salle resta silencieuse, non pas par indifférence, mais par respect. Les Français, attachés à l'idée de justice sociale,
sentir que quelque chose de profond était en train de se produire. Claire Beaumont, dans son article du lendemain, écrivit « Ce n'est pas seulement une réforme, c'est une révolution morale, née du silence d'une enfant ». Julie, l'hôtesse, regardait la conférence depuis un petit écran dans la salle de repos des employés. Elle murmura à une collègue « J'aurais dû parler ». Sa collègue posa une main sur son épaule. « Tu l'as fait maintenant, c'est un début ». Pendant ce temps, à Nice, Élise et Marie plantaient des roses blanches dans le jardin de leur maison familiale. Élise, les mains dans la terre, demanda « Marie, est-ce que tout le monde va savoir ce qui s'est passé ?» Marie sourit. « Peut être, mais ce qui compte, c'est que toi, tu sais ce que tu as fait. Tu es resté toi-même. » Élise hocha la tête, pensant à l'avion en papier dans son sac. Elle l'avait sorti ce matin-là, l'avait déplié avec soin, et y avait écrit un seul mot. Dignité. Elle ne savait pas encore que ce mot, ce silence, allait bientôt voler bien plus loin que n'importe quel avion. Dans les jours qui suivirent, la vidéo de l'incident devint virale, non seulement en France, mais à travers l'Europe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les éditoriaux parisiens disséquèrent l'affaire, et d'anciens employés d'Aile d'Azur commencèrent à parler anonymement. Ce n'était pas la première fois que Sophie agissait ainsi, confia l'un d'eux à Claire Beaumont. L'équipage se sentait intouchable. Ce qui avait commencé comme un moment isolé sur un vol devenait le révélateur d'une faille plus profonde, d'une culture où le silence était une armure pour les puissants. Mais Pierre Moreau, avec son calme de chirurgien et sa détermination d'humaniste, venait de briser cette armure. Et Élise, sans le savoir, en était la clé. Le silence d'Élise n'était pas un point final. C'était une vague, une onde qui se propageait, discrète mais inexorable, à travers les cieux et au-delà. Dans une salle de réunion au siège d'Aile d'Azur, à Paris, Pierre Moreau se tenait devant un parterre de cadres, de pilotes et d'agents d'escale. Pas de costumes impeccables ni de discours grandiloquents, juste une chemise blanche aux manches retroussées et une conviction qui emplissait la pièce. Derrière lui, un écran affichait 5 mots simples, écrits en bleu sobre, « Protocole plus de silence ». Ce n'est pas une réforme, dit-il, sa voix ferme mais sans colère. C'est une promesse que plus aucun passager, enfant ou adulte, ne sera réduit à un numéro de siège ou à un regard de dédain. Les employés, d'ordinaire habitués au briefing technique sur les horaires ou la sécurité, restaient suspendus à ces paroles. Ils sentaient que quelque chose de fondamental changeait. Non pas seulement dans leur compagnie, mais dans l'idée même du voyage aérien. En France, où l'humanisme et la justice sociale sont des piliers culturels, ce message résonnait comme un appel à l'honneur. À Nice, Élise était de retour à l'école. Dans une petite classe lumineuse donnant sur la Méditerranée, elle était assise près de la fenêtre, un carnet ouvert devant elle, où elle dessinait un avion entouré de petits points bleus. « Ce sont quoi ?» demanda Luc, un camarade aux cheveux en bataille, en pointant son crayon vers le dessin. Élise sourit doucement. « Ce sont des gens qui écoutent. » Luc haussa les épaules. Mais il ne posa pas d'autres questions. Il avait vu les infos, comme tout le monde dans la classe. La vidéo de l'incident, désormais visionnée plus de 2 millions de fois, avait fait d'Élise une figure discrète, mais puissante. Pourtant, elle n'en parlait pas. Elle préférait ses crayons, ses livres, et les roses blanches qu'elle plantait chaque week-end avec son père en mémoire de sa mère, Claire. Mais ce jour-là, dans la cour, une enseignante, Madame Dubois, s'approcha d'elle. « Élise, ton dessin, il me rappelle quelque chose. Tu veux en parler à la classe ?» Élise secoua la tête, fidèle à son silence. « Non, merci. » Madame Dubois sourit. « D'accord. Mais sache que ce que tu as fait, ça compte. » Pendant ce temps, à Paris, l'onde déclenchée par Élise et Pierre se propageait à une vitesse que personne n'avait anticipée. Le protocole plus de silence n'était plus seulement une initiative interne d'Aile d'Azur. 2 autres compagnies européennes, Ciel Étoile et Vent du Sud, avaient demandé à consulter le protocole pour l'adopter. Henri Laurent, PDG de Ciel Étoile, un homme connu pour son pragmatisme bourgeois, avait appelé Pierre directement. « Monsieur Moreau, votre protocole. Il change la donne. Si nous ne suivons pas, nos passagers vont nous lâcher. Les gens veulent de la dignité, pas juste des billets bon marché. » Pierre, fidèle à son style, répondit simplement « Alors, signez. Mais sachez que ce n'est pas une question d'image. C'est une question de responsabilité. »
Henri, impressionné par cette droiture, signa le lendemain. À Bruxelles, un sommet de l'aviation européenne consacra une session entière au protocole. Et pour la première fois, des représentants de l'Union européenne discutèrent d'une législation inspirée par ce que les médias appelaient désormais l'affaire Élise. À Nice, Élise n'était pas au courant de tout cela. Elle ne lisait pas les journaux, ne suivait pas Twitter, où le hashtag +DSilence dominait les tendances. Mais elle remarquait les petits changements. Les professeurs lui parlaient avec une douceur nouvelle. Les parents d'élèves la saluaient avec respect dans les rues pavées de la vieille ville. Même Luc, qui d'habitude taquinait tout le monde, lui avait offert une madeleine faite par sa grand-mère, un geste simple mais rare. « C'est pour toi », avait-il marmonné, gêné. Élise avait souri, pensant à ce que sa mère disait toujours. Les petites attentions, c'est comme les étoiles. On ne les voit pas toujours, mais elles sont là. Ce soir-là, elle écrivit dans son journal. « Aujourd'hui, j'ai mangé une madeleine. Elle avait le goût de la gentillesse. » À Paris, Pierre travaillait sans relâche. Dans une salle de conférence surplombant la Seine, il rencontrait des membres de l'Observatoire national de l'éthique aérienne. ONEA. Avec eux, il peaufinait le protocole plus de silence, transformant une idée en un système concret. Chaque siège d'avion serait équipé d'une interface numérique, la carte bleue, permettant aux passagers de signaler en temps réel tout comportement indigne. Les données seraient centralisées, vérifiées par un comité éthique indépendant et rendues publiques mensuellement. La transparence n'est pas une punition, expliqua Pierre à un cadre sceptique. C'est une garantie. Les Français respectent l'honnêteté, même quand elle est inconfortable. En parallèle, il lança une formation obligatoire pour tous les employés d'Aile d'Azur, axée sur la dignité et l'écoute. Lors d'une session pilote à Marseille, Julie, l'hôtesse qui avait hésité à parler lors de l'incident, s'inscrivit comme formatrice bénévole. « J'ai été silencieuse une fois », dit-elle à ses collègues. Plus jamais. Na. Un soir, dans leur maison de Nice, Pierre et Élise partageaient un dîner typiquement français. Une salade niçoise, du pain frais, et un plateau de fromage soigneusement choisi par Pierre. Du comté, du chèvre et un brie fondant. C'était leur rituel, une façon de retrouver la chaleur des dîners que Claire organisait autrefois. Élise, jouant avec une olive, demanda « Papa, tu crois que les gens vont vraiment changer ?» Pierre posa son verre de vin, un Côte-du-Rhône, comme il aimait. Certains oui, d'autres non. Mais ce n'est pas à nous de les convaincre. C'est à nous de leur donner les outils pour être meilleurs. Élise hocha la tête, puis ajouta « Et si je pouvais aider à faire les règles ?» Pierre la regarda, surpris. « Tu veux participer ?» Elle acquiesça. « Je veux que les enfants comme moi n'aient pas peur dans les avions. » Pierre sourit. « D'accord. Demain, on commence. » Le lendemain, Élise rejoignit Pierre dans un bureau temporaire à l'aéroport de Nice. Assise à une table trop grande pour elle, elle griffonnait des idées sur un carnet. « Peut-être que chaque avion pourrait avoir une boîte à idées, » suggéra-t-elle. Comme une boîte à lettres, mais pour dire ce qui va bien ou mal. Pierre, impressionné par la simplicité de l'idée, nota « boîte à dignité », interface physique pour feedback. Plus tard, il intégra cette suggestion dans le protocole, rebaptisé boîte bleue, un clin d'œil à la carte bleue qu'Élise avait imaginée. Ce petit ajout, inspiré par une enfant, devint l'un des éléments les plus populaires du système, adopté par 3 compagnies européennes en moins d'une semaine. Pendant ce temps, Claire Beaumont, la journaliste du Figaro, publiait un long reportage intitulé « L'enfant qui a fait taire le silence ». Elle y décrivait Élise non comme une héroïne dramatique, mais comme une figure de la dignité discrète, une valeur profondément française. Dans un pays où l'on débat de la liberté et de l'égalité depuis des siècles, écrivait-elle, c'est une fillette de 8 ans qui nous rappelle ce que signifie la fraternité. L'article fut partagé dans les cafés parisiens, discuté dans les salons bourgeois, et même cité lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Une députée de Provence, Madame Clermont, proposa une loi inspirée du protocole, baptisée loi de la dignité des passagères. Aucun voyageur, déclara-t-elle, ne devrait être réduit à une place ou à une apparence. À l'international, l'onde continuait de se propager. À Genève, un consortium d'investisseurs ESG, environnement, social, gouvernance, révisa ses critères pour les compagnies aériennes, exigeant l'adoption du protocole plus de silence pour tout financement futur. À Lisbonne, une petite compagnie régionale, Vento Azul, devint la première à intégrer le protocole dans son manuel des employés, sans fanfare ni communiqué de presse. À Tokyo, une association de passagers cita Élise dans une pétition demandant des standards éthiques universels. Et à Nice, dans un café près de la promenade des Anglais, M. Dupont, le passager qui avait gardé le silence lors de l'incident, rédigea une lettre à Élise. « Chère Élise », écrivait-il,
J'ai vu ce qui s'est passé, et je n'ai rien dit. Votre courage m'a appris qu'il est toujours temps de parler. Merci. Il glissa la lettre dans une enveloppe et la déposa à l'hôtel où séjournaient Pierre et Élise. Un mois plus tard, Élise décida de reprendre l'avion. Pas en première classe, pas avec une escorte, juste un siège en classe économique, rangée 18, près du hublot. Pierre avait proposé de l'accompagner, mais elle avait secoué la tête. Si je veux que ça change, je dois le faire moi-même. À l'aéroport, il la regarda scanner son billet, son sac à dos sur l'épaule, un nouvel exemplaire du Petit Prince dans la poche. L'hôtesse à la porte, une jeune femme nommée Camille, lui sourit. Premier vol seul? Élise hocha la tête. En quelque sorte. Camille lui tendit un badge bleu, une nouveauté d'aile d'azur. Passager écouté. On veille sur toi, dit-elle. Dans l'avion, Élise s'assit à côté d'une femme lisant un roman de Marguerite Duras et d'un homme avec des écouteurs. Personne ne la reconnut, et c'était parfait. L'avion décolla, les moteurs ronronnant doucement. Une voix calme résonna dans l'intercom. « Bienvenue à bord. Nous nous engageons à rendre ce vol digne pour tous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. » Élise respira profondément, ses doigts relâchant l'accoudoir. Une hôtesse passa avec un chariot. « De l'eau ou un jus, ma petite ?» demanda-t-elle avec un sourire sincère. « Un jus, s'il vous plaît, » répondit Élise. La tasse fut posée doucement sur sa tablette, sans éclaboussure, sans jugement. Elle but lentement, regardant les nuages glisser comme du coton à l'extérieur. À l'atterrissage, aucun applaudissement, aucun drame, juste le clic des ceintures et le bruissement des sacs. Élise attendit son tour, prit son sac à dos et descendit dans l'allée. Une passagère la heurta légèrement en attrapant son bagage. « Oh, pardon, dit-elle sincère. »« Ce n'est rien, » répondit Élise avec un sourire. Et c'était vrai. À la sortie, sa tante l'attendait, agitant la main. Elle s'enlacèrent. Personne autour ne savait que cette fillette discrète était la raison pour laquelle chaque siège avait désormais une carte bleue, pour laquelle les hôtesses portaient des badges écoute et respecte. Et c'était l'essentiel. La justice, en France, n'est pas toujours dans le bruit. Parfois, elle est dans le fait de ne plus jamais être invisible. Ce soir-là, Élise écrivit dans son journal. Premier vol depuis. Rien de spécial n'est arrivé. Et c'était bien. Elle referma le carnet, le posa sur sa table de nuit et s'endormit. À Paris, Pierre reçut un rapport de l'ONEA. Les retours des passagers d'Aile d'Azur montraient une augmentation de 15% de la satisfaction liée au respect. Aucun incident signalé sur le vol d'Élise. À Lisbonne, un employé d'escale colla une note sur son bureau. Élise. À Londres, une école utilisa son histoire pour enseigner l'empathie. À Nice, Luc dessina un avion dans son propre carnet, ajoutant un seul mot. Dignité. Le lendemain, Pierre s'assit sur le balcon de leur maison, un café à la main, regardant la mer. Élise le rejoignit, son carnet sous le bras. « Papa, tu crois que ça va durer ?» Pierre posa sa tasse. « Rien ne dure éternellement, ma chérie. Mais ce qu'on a commencé, c'est comme une rose. Si on en prend soin, elle grandit. » Élise hocha la tête, puis montra son dessin. Un avion entouré de points bleus, et dessous, une phrase. Cette fois, le ciel était gentil. Pierre sourit. « C'est parfait, dans les cieux, dans les salles de classe, dans les bureaux. » L'onde continuait. Pas avec des cris, pas avec des manchettes, mais avec la force tranquille d'une enfant qui avait appris au monde à écouter. Et en France, où l'on sait que les révolutions commencent souvent par un murmure, cela suffisait. L'histoire d'Élise, une fillette de 8 ans humiliée par une hôtesse de l'air sur un vol d'Aile d'Azur, est bien plus qu'un simple incident. Elle est une méditation sur la dignité humaine, la puissance du silence et la responsabilité collective, des thèmes profondément ancrés dans la culture française, où la justice, l'honneur et la fraternité sont des valeurs cardinales. À travers le prisme de cette histoire, nous pouvons tirer des leçons universelles, applicables à notre vie quotidienne, et réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus juste, plus attentif, plus humain. En France, où la philosophie et la réflexion morale occupent une place centrale, cette histoire nous invite à examiner nos propres actions, nos silences, et les moments où nous choisissons de parler ou de nous taire. Le silence d'Élise face à l'injustice est l'un des éléments les plus frappants de cette histoire. Lorsqu'elle reçoit du café brûlant sur sa robe et sa peau, elle ne crie pas, ne pleure pas, ne s'effondre pas. Elle reste calme, presque stoïque, serrant son exemplaire du Petit Prince comme un talisman. Ce choix de silence n'est pas une faiblesse, mais une force, une dignité qui transcende son jeune âge. En France, où l'on valorise la retenue et l'élégance même dans l'adversité, le comportement d'Élise résonne comme un écho des idéaux de Camus ou de Sartre,
L'existence humaine trouve son sens dans la manière dont nous affrontons l'absurde ou l'injustice. La leçon pour nous est claire. La dignité ne se mesure pas à la force de nos cris, mais à la manière dont nous préservons notre humanité face à ceux qui cherchent à nous la retirer. Dans la vie quotidienne, cette leçon s'applique à chaque moment où nous faisons face à une injustice, qu'elle soit grande ou petite. Que ce soit un collègue qui fait une remarque désobligeante, un inconnu qui manque de respect dans un lieu public, ou une situation où nous sommes témoins d'un traitement injuste, nous pouvons choisir de répondre avec calme et dignité. Cela ne signifie pas se taire par peur, mais choisir nos mots et nos actions avec intention, comme Élise l'a fait. En France, où l'art de la conversation et la précision du langage sont des vertus, répondre avec mesure est une manière de reprendre le pouvoir sans tomber dans la colère brute. Un autre aspect marquant de l'histoire est le silence des autres passagers. Monsieur Dupont, le vieil homme au journal, les voyageurs des rangées 17 et 20 et 1, tous ont vu l'incident, mais aucun n'a parlé sur le moment. Ce silence collectif, si familier dans la culture française, où l'on hésite parfois à intervenir pour ne pas faire d'histoire, reflète une vérité universelle. L'inaction face à l'injustice est une forme de complicité. La France, avec son histoire de révolution et de débats philosophiques, nous enseigne pourtant que le silence n'est jamais neutre. Comme le disait Elie Wiesel, le silence encourage le tourmenteur. Jamais le tourmenter. La décision de Pierre Moreau de briser ce silence, non pas par des cris, mais par des actions systématiques, est un modèle pour nous tous. Dans nos vies, nous sommes souvent témoins de moments où le silence domine. Une remarque raciste dans un café, un enfant grondé injustement dans une cour d'école, une injustice au travail passé sous silence. La leçon ici est de reconnaître que notre voix, même tremblante, a du poids. En France, où l'on chérit l'idée de la communauté et de la fraternité, parler pour défendre un autre est un acte de solidarité. Cela peut être aussi simple qu'un mot gentil pour soutenir quelqu'un, un signalement discret d'un comportement inapproprié ou une conversation honnête avec un collègue. Chaque fois que nous choisissons de parler, nous brisons le cycle du silence, comme Pierre l'a fait, en lançant le protocole plus de silence. Pierre Moreau, avec son calme de chirurgien et sa vision humaniste, incarne une autre valeur française, la précision dans l'action. Plutôt que de s'emporter ou de chercher une vengeance personnelle, il choisit de transformer une injustice individuelle en un changement systémique. Le protocole plus de silence n'est pas seulement une réponse à l'incident d'Élise, c'est une réinvention de la manière dont une entreprise, et par extension une société, traite ses membres les plus vulnérables. En France, où l'on admire les penseurs comme Rousseau ou Voltaire, qui ont transformé des idées en mouvement, l'approche de Pierre nous rappelle que le changement véritable vient de l'action réfléchie, pas de l'émotion brute. Pour nous, cela signifie que nos réponses aux injustices doivent être stratégiques. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons, comme Pierre, identifier les failles systémiques autour de nous, dans nos lieux de travail, nos écoles, nos communautés, et proposer des solutions concrètes. Par exemple, si nous constatons un manque de respect dans notre environnement professionnel, nous pouvons suggérer des formations sur l'écoute ou des canaux de feedback anonymes, comme la carte bleue d'Aile d'Azur. En France, où l'on valorise l'engagement civique, chaque petite action compte. Écrire à une association, participer à une réunion communautaire, ou simplement écouter quelqu'un qui se sent ignoré. L'un des aspects les plus émouvants de cette histoire est le rôle d'Élise, non pas comme une victime, mais comme une inspiratrice. Ses idées, comme la boîte bleue, ont façonné le protocole, prouvant que la sagesse n'a pas d'âge. En France, où l'on célèbre la créativité des enfants à travers des œuvres comme Le Petit Prince, Élise incarne cette innocence visionnaire. Elle nous rappelle que les solutions les plus simples, comme une boîte à idées ou un mot écrit dans un carnet, peuvent avoir un impact profond. Dans notre vie quotidienne, cela nous invite à écouter les voix des plus jeunes, qu'il s'agisse de nos enfants, de nos élèves ou des jeunes dans nos communautés. Leurs perspectives, souvent dénuées de cynisme, peuvent nous guider vers des solutions inattendues. L'histoire d'Élise et Pierre n'est pas une révolution bruyante, mais une révolution douce, comme celle que la France a souvent connue, où les idées prennent racine dans les cœurs avant de transformer les lois. Le protocole plus de silence est devenu un symbole de ce que la dignité humaine peut accomplir lorsqu'elle est défendue avec constance et clarté. Pour nous, la leçon ultime est que le changement commence par des actes simples. Un regard attentif, une parole courageuse, une écoute sincère. En France, où l'on savoure les plaisirs simples d'un café partagé ou d'une promenade au bord de la mer, c'est un rappel que les plus grands changements naissent souvent des plus petits gestes. Cette histoire d'Élise et du protocole plus de silence nous touche parce qu'elle parle à notre humanité commune. Si elle vous a ému, si elle vous a fait réfléchir à la manière dont nous traitons les autres, alors agissez.
Likez cette vidéo pour montrer que vous croyez en la dignité pour tous. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que cette leçon se répande comme une vague. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer des histoires qui nous rappellent ce que signifie être humain. Et surtout, laissez un commentaire. Racontez-nous un moment où vous avez brisé le silence, ou où vous avez vu quelqu'un défendre la dignité d'un autre. Ensemble, faisons en sorte que le silence ne soit plus une excuse, mais un signal pour agir. Parce que, comme Élise l'a prouvé, même une voix douce peut changer le monde.